Sprechen Sie auf Deutsch mit korrekter Grammatik und natürlichem Akzent. Ein Mann in Colorado erhielt ein Bußgeld, weil er Regenwasser in 2 Fässern in seinem eigenen Hinterhof sammelte. Einem Ehepaar in Florida wurde befohlen, den Gemüsegarten, den sie 17 Jahre lang bewirtschaftet hatten, herauszureißen, oder sie müssten mit Strafen von $50 pro Tag rechnen. Eine Familie in Kalifornien erfuhr, dass die 28 Gallonen Benzin in ihrer Garage das gesetzliche Limit um 3 Gallonen überschritten. 3 Gallonen, das reichte für eine Verwarnung. Das sind keine Hypothesen, das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Gerichtsakten, kommunale Bußgeldbescheide und enthüllte Verordnungen, von denen die meisten Amerikaner noch nie gehört haben, weil niemand darüber spricht, bis man bereits gegen sie verstößt. Genau jetzt, heute Abend, in Ihrem Zuhause, brechen Sie vielleicht ein Gesetz, von dem Sie nicht wussten, dass es existiert. Und die Zahl dieser Gesetze wächst? In den letzten 3 Jahren hat eine Welle von Regulierungen still und leise das umgestaltet, was Amerikaner legal tun können, um sich auf Notfälle zu bereiten. Nicht mit Pressekonferenzen, nicht mit öffentlicher Debatte, sondern durch Sammelgesetze, die niemand gelesen hat, Brandschutzvorschriften, die niemand geprüft hat und Notstandsverordnungen, die nie zurückgenommen wurden. Und die Ziele sind keine Konzerne oder Kriminellen. Die Ziele sind Menschen, die Regenwasser sammeln, Menschen, die Lebensmittel lagern, Menschen, die Treibstoff für einen Generator vorhalten, Menschen, die eine Hütte auf ihrem eigenen Land gebaut haben, Menschen, die ihr eigenes Essen anbauen und Menschen, die glauben, vielleicht naiv, dass es in diesem Land immer noch legal ist, für sich selbst zu sorgen. Das ist es nicht. Nicht ganz, nicht mehr und definitiv nicht in jedem Bundesstaat. Es gibt mittlerweile 8 Kategorien von Gesetzen in den Vereinigten Staaten, die Aktivitäten, die eigenverantwortliche Amerikaner als gesunden Menschenverstand betrachten, direkt einschränken, regulieren oder kriminalisieren. Und in mindestens 5 Bundesstaaten stapeln sich diese Kategorien übereinander, um ein rechtliches Umfeld zu schaffen, das der Vorsorge so feindlich gegenübersteht, dass allein der Besitz dieses Wissens zu einem strategischen Vorteil wird. Darum geht es in dieser Analyse. Jedes Gesetz, jeder Bundesstaat, jede Karte, die 5 restriktivsten Bundesstaaten im Ranking und entlarvt, sowie die rechtlichen Grauzonen und Schlupflöcher, die ihnen noch Handlungsspielraum lassen, bevor auch diese sich schließen. Noch ein notwendiger Hinweis, bevor wir beginnen. Nichts in diesem Video ist eine Rechtsberatung. Wir sind keine Anwälte. Gesetze ändern sich, die Durchsetzung variiert und die einzige Person, die qualifiziert ist, Sie in Ihrer spezifischen Situation zu beraten, ist ein zugelassener Anwalt in Ihrem Bundesstaat. Was wir sind, ist gründlich. Und what we found in the fine print should concern every single person watching this. Fangen wir mit etwas an, das umsonst vom Himmel fällt. Und irgendwie haben Sie einen Weg gefunden, selbst das zu einem Verbrechen zu machen. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Restriction sur la collecte de l'eau de pluie. Voici une question qui semble sortir d'un roman dystopique. Le gouvernement peut-il vous dire que vous ne pouvez pas collecter la pluie? La réponse est oui, et c'est déjà fait. Au Colorado, le projet de loi 09080 du Sénat stipule clairement que la collecte d'eau de pluie résidentielle est limitée à 110 gallons. Cela représente 2 barils de 55 gallons au total. Une famille de 4 personnes a besoin d'environ 12 gallons par jour pour boire, cuisiner et pour l'assainissement de base. Ainsi, la limite légale du Colorado couvre environ 9 jours de survie minimale pour une seule personne. Après cela, soit vous achetez de l'eau, soit vous enfreignez la loi. L'Utah autorise la collecte jusqu'à 2500 gallons. Mais vous devez vous enregistrer auprès de l'État. Vous devez dire au gouvernement quelle quantité de pluie vous récupérez. Dans l'Oregon, collecter l'eau des toits est généralement légal. Mais si elle touche le sol d'abord, si elle s'écoule sur votre propriété, c'est l'eau de quelqu'un d'autre, l'eau de l'État. La prélever sans permis est une infraction. Sur la carte, 35 États n'ont pratiquement aucune restriction. 8 États ont des réglementations modérées. Des exigences d'enregistrement, des plafonds de volume, des règles sur les conteneurs approuvés, et 7 États, ombrés en rouge, vous pénaliseront pour avoir collecté la pluie sans passer par des cerceaux juridiques. La plupart des gens qui se préparent ne savent pas que ces lois existent. Vous achetez un baril de pluie dans une quincaillerie. Vous l'installez, vous vous sentez responsable, puis vous découvrez que dans votre État, l'eau qui tombe du ciel sur votre propre propriété ne vous appartient pas légalement. La solution de contournement? Dans les États restreints, installez un système de citernes autorisées. Tenez-vous en la collecte sur le toit uniquement là où cette distinction compte. En Utah, enregistrez-vous. C'est ennuyeux, mais c'est gratuit. Et dans plusieurs États, des exemptions agricoles existent. Si votre propriété est qualifiée d'usage agricole, dans certains États, c'est aussi peu que 5 acres avec quelques ruches. Les règles sur l'eau de pluie s'assouplissent considérablement. Ces lois n'ont pas été écrites pour les preppers. Elles ont été écrites autour des droits de l'eau, un cadre juridique plus ancien que la plupart des États eux-mêmes. Le droit de l'eau de l'Ouest traite l'eau de pluie comme une ressource publique. Ce cadre a été conçu pour les éleveurs et les sociétés minières dans les années 1800, pas pour un gars avec 2 barils dans son jardin.
Ce décalage entre l'intention originelle de la loi et la façon dont elle est appliquée aujourd'hui est un thème que vous allez entendre encore et encore. Parce que la prochaine loi ne se soucie pas du ciel. Elle se soucie de ce qui se trouve déjà dans votre sous-sol. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Limite de stockage de nourriture. Vous avez passé 2 ans à constituer une réserve alimentaire. Conserves, repas lyophilisés, riz dans des sacs millards avec absorbeur d'oxygène. Vous avez fait les calculs, planifié les calories, effectué la rotation des stocks. Maintenant, imaginez qu'un ouragan frappe. Le gouverneur déclare l'état d'urgence. Et soudain, cette réserve de nourriture que vous avez constituée au cours de 24 mois de planification minutieuse, l'État pourrait appeler cela de l'accaparement. Et l'accaparement pendant une urgence déclarée est un crime dans plus d'États que vous ne le pensez. La plupart des États ont une forme de statut anti-accaparement. Ces lois ciblent les détaillants qui achètent des biens essentiels pour les revendre à des prix gonflés. C'est logique en théorie, mais le langage de nombreux statuts est dangereusement vague. Des quantités excessives et une accumulation déraisonnable apparaissent sans définition claire. Et dans au moins 12 États, ces statuts ne s'appliquent pas seulement à Walmart, ils s'appliquent à vous dans votre maison. Ajoutez à couche fédérale, l'autorité de la FEMA en vertu de la loi Stafford, combinée au décret exécutif 10-998, en vigueur depuis 1962, donne au gouvernement fédéral la capacité de réquisitionner des ressources alimentaires lors d'urgences nationales. A-t-il été utilisé contre des prêteurs individuels? Pas encore, pas publiquement. Mais le cadre juridique existe, et le pas encore n'est pas un jamais. Sur la carte, 20 États n'ont pas de limite spécifique de stockage de nourriture. 18 ont des restrictions uniquement en cas d'urgence. Votre réserve de nourriture est légale en ce moment, mais devient juridiquement ambiguë dès qu'une catastrophe survient, ce qui est exactement le moment où vous en avez besoin. Et 12 États ont des statuts anti-accaparement actifs, assez larges pour inclure le stockage de nourriture résidentielle. Il n'y a pas de définition fédérale de l'accaparement par rapport à la préparation. Un juge en Californie pourrait regarder votre réserve de 6 mois et la juger prudente. Un autre juge dans le même État pourrait la juger excessive. Que faire? D'abord, faites tourner votre stock. Un système première entrée, première sortie n'est pas seulement une bonne pratique, c'est votre défense juridique. Des dates d'achat documentées prouvant une accumulation graduelle sur des mois sont fondamentalement différentes de l'achat de 200 boîtes de soupe la veille d'un ouragan. Gardez les reçus. Photographiez périodiquement vos étagères avec des eurodatage. Créez une piste papier qui raconte une histoire, non pas d'achat de panique, mais de planification méthodique à long terme. Ce récit compte si vous devez un jour le raconter devant un juge. Maintenez des quantités défendables en tant que réserve domestique raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? Il n'y a pas de chiffre précis, mais si vous pouvez articuler votre approvisionnement comme X mois pour X membres de la famille, avec un calendrier de rotation documenté, c'est une position défendable. Certains preppers vont plus loin, une unité de stockage appartenant à une LLC dans un lieu séparé. Techniquement, c'est une entreprise détenant un inventaire commercial, pas une personne accaparant de la nourriture. Est-ce blindé? Non. Mais c'est une position juridique nettement meilleure qu'un sous-sol plein de repas lyophilisés sans documentation. Vous avez réglé la question de l'eau, celle de la nourriture, mais il y a une ressource dans votre garage en ce moment avec une limite légale que la plupart des gens ignorent, et elle se mesure en gallons de quelque chose de bien plus volatile. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Réglementation sur le stockage de carburant. 25 gallons, c'est le chiffre. La National Fire Protection Association, NFPA 30, et l'International Fire Code fixent la base du stockage de carburant résidentiel dans la majeure partie des États-Unis. 25 gallons d'essence dans des conteneurs approuvés. Un générateur portable typique brûle 1 à 2 gallons par heure sous une charge modérée. À 25 gallons, vous envisagez environ 12 à 25 heures de puissance continue. Au milieu d'une tempête de verglas hivernale qui a coupé le courant pendant une semaine, c'est un compte à rebours, pas une réserve. La Californie a des juridictions où les limites d'essence portable tombent à 5 gallons. 5. C'est suffisant pour faire fonctionner un générateur pendant 3 à 5 heures. La Californie veut que vous surviviez à un scénario de panne de réseau avec l'équivalent énergétique d'une longue pause déjeuner. La bonne nouvelle, le diesel a des règles différentes. La NFPA autorise 60 à 100 gallons de diesel dans des réservoirs hors sol approuvés. Le diesel est moins volatile, a une durée de conservation plus longue et est légal à stocker en plus grande quantité. Si votre plan repose sur un générateur à essence, c'est peut-être la meilleure raison de changer. Le propane ouvre une autre porte. La NFPA 58 autorise des quantités résidentielles plus importantes avec des distances de recul obligatoires. Un réservoir de propane de 500 gallons est standard dans l'Amérique rurale et parfaitement légal avec une installation appropriée. Les inspecteurs des incendies peuvent entrer dans les propriétés lors d'inspections de routine. Un carburant dépassant les limites locales signifie une violation du code d'incendie affectant votre assurance, la valeur de votre propriété et potentiellement votre statut d'occupation. Diversifiez votre stratégie de carburant. Diesel pour les générateurs, propane pour le chauffage et la cuisine, solaire et batterie pour la base. Aucune source de carburant unique, aucun point unique d'exposition juridique. Mais il y a un outil dans votre kit d'urgence qui n'a rien à voir avec le carburant et tout à voir avec ce qui se passe quand votre téléphone s'arrête de fonctionner. Et le gouvernement exige une licence fédérale pour cela. Enfreignez-la et l'amende commence à 6 chiffres. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Exigence de licence pour la radio amateur. Vous avez acheté une radio, peut-être une douzaine pour votre famille et votre groupe.
chaque guide de survie vous dit qu'elles sont essentielles pour la communication hors réseau. Voici ce que la plupart de ces guides ne mentionnent pas. Au moment où vous appuyez sur ce bouton de transmission, sans une licence de radioamateur valide de la FCC, vous avez commis une infraction fédérale. En vertu de la partie 97 de la FCC, l'utilisation d'un émetteur de radioamateur sans licence entraîne des amendes commençant à plus de 100 000 $. Par infraction, la FCC dispose d'un bureau d'application avec un équipement de radiogoniométrie capable de localiser les émetteurs non autorisés avec une précision troublante. La nuance que la plupart des gens oublient, l'écoute est tout à fait légale. Vous pouvez acheter une radio amateur, scanner des fréquences et surveiller tout ce qui se passe sur les ondes sans aucune licence. La loi entre en vigueur lorsque vous transmettez. Cette radio dans votre sac d'évacuation est parfaitement légale jusqu'à ce que vous activiez le micro. La licence de technicien, de niveau débutant, nécessite un examen à choix multiples de 35 questions et 35 $. Pas de code Morse, pas de diplôme d'ingénieur. Elle vous donne un accès légal aux fréquences VHF et UHF, couvrant la plupart des besoins de communication locaux et régionaux. La FCC prévoit des dispositions pour les communications d'urgence sans licence lorsque la vie est en danger immédiat. Mais immédiat est étroit, non testé dans des scénarios prolongés et décidé après coup. Baser votre plan de communication sur une exception d'urgence, c'est comme planifier votre retraite en comptant sur le loto. Alternative. Les radios FRS ne nécessitent aucune licence pour une courte portée de moins de 2000. Les radios GMRS étendent considérablement la portée avec une simple licence de 70 $ et aucun examen. La radio CB est totalement sans licence. Les dispositifs de réseau maillé fonctionnent entièrement en dehors de la juridiction de la radio amateur de la FCC. Obtenez la licence de technicien. Une après-midi d'études et 35 $, c'est la police d'assurance la moins chère en matière de préparation. Nous décortiquons les lois, les données et les stratégies que le courant dominant ne touchera pas. Et si vous voulez un plan d'action complet de 72 heures, la série Ghost Protocol couvre exactement cela. Retour aux lois. Celle-ci est personnelle. Elle ne réglemente pas ce que vous stockez, elle réglemente l'endroit où vous vivez. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Restrictions sur la construction hors réseau. Vous avez économisé pendant des années. Vous avez acheté un terrain. Vous avez construit une cabane, des panneaux solaires, de l'eau de pluie, des toilettes à compostage, un poêle à bois. Complètement autosuffisant. Pas de réseau, pas de facture, pas de dépendance. Puis le comté se présente, non pas pour vous féliciter, mais pour condamner votre maison. Le mot qu'ils utiliseront est « inhabitable », non pas parce que c'est dangereux, mais parce que ce n'est pas connecté au réseau. Le Code international du bâtiment, adopté par la plupart des juridictions, exige des raccordements au service public pour un certificat d'occupation, électricité du réseau, eau municipale ou un puits approuvé et un système septique approuvé, ce qui, dans de nombreux États, exclut les toilettes à compostage. Sans ce certificat, vous n'y habitez pas légalement. Vous campez sur votre propre propriété, dans une structure que vous avez construite et qui fonctionne parfaitement. La Floride est particulièrement agressive. Plusieurs propriétaires ont fait face à des ordres de condamnation pour avoir vécu sans raccordement au réseau. Les normes d'habitabilité du titre 25 de la Californie sont les plus strictes. Peu importe si votre système solaire surpasse la connexion au réseau de votre voisin. Aux yeux de l'État, votre maison n'est pas considérée comme une maison. Sur la carte, 8 États offrent des exemptions rurales significatives. 22 dépendent du comté. Votre expérience change radicalement selon le côté de la ligne de comté où vous vous trouvez. Et 20 États imposent une conformité stricte qui rend la vie entièrement hors réseau effectivement illégale. Voici l'absurdité résumée en une seule phrase. Un homme vivant dans une cabane alimentée par l'énergie solaire, avec de l'eau de puits propre, un système de compostage qui dépasse les normes de l'EPA et une empreinte carbone nulle peut être légalement forcé de se connecter à un réseau électrique alimenté au charbon ou de perdre sa maison. Non pas parce que son système est inférieur, mais parce que ce n'est pas le système approuvé. Les échappatoires sont créatives. Les micro-maisons sur roues sont classées comme des véhicules, pas des structures. Les codes du bâtiment ne s'appliquent pas. Les exemptions agricoles assouplissent les normes d'habitabilité. Maintenir une connexion minimale au réseau, même si vous n'utilisez jamais un seul watt, peut satisfaire l'exigence de service public pendant que vous fonctionnez entièrement au solaire. Certains adeptes du hors-réseau gardent une seule ampoule connectée au réseau comme dispositif de conformité. Cela leur coûte 8 $ par mois en frais de service, mais cela éloigne le comté de leur propriété. Et dans certains États, la formation de communautés intentionnelles ou de coopératives déclenche des classifications de zonage différentes avec des règles plus favorables. Dans le pays qui s'enorgueillit de son autonomie, construire une maison qui nécessite zéro ressource externe est dans la plupart des endroits contraire à la loi. Et si cela fait monter votre tension artérielle, attendez d'entendre ce qu'ils ont fait pour votre jardin de devant. Parlez-en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Interdiction de culture en façade. Hermine Ricketts et Tom Carroll ont cultivé des légumes dans leur jardin de devant à Miami Shores, en Floride, pendant 17 ans. En 2013, le village a adopté une ordonnance interdisant les potagers en façade avec des amendes de 50 $ par jour pour la culture de nourriture sur leur propre propriété.
Leur cas a pris 6 ans de bataille juridique. En 2019, la Floride a adopté une loi protégeant le droit de cultiver des légumes sur une propriété résidentielle. Mais cette loi existe parce que le problème existait d'abord. Et en dehors de la Floride, cela continue d'arriver. Les ordonnances municipales de zonage réglementent ce que vous cultivez et où. Les restrictions des HOA ajoutent une autre couche. Certaines interdisent les plates-bandes surélevées. Certaines limitent les espèces de plantes. Les amendes s'accumulent à 100 $ par jour ou plus. 15 États ont des protections du droit de jardiner. 20 États n'ont aucune protection spécifique et 15 États ont des restrictions généralisées rendant la production alimentaire en façade un risque juridique. Vérifiez votre code municipal avant de planter. Les jardins à l'arrière ne sont presque jamais restreints. Et dans les États ayant des lois sur le droit de jardiner, vous avez une protection statutaire. Utilisez-la. Dans un pays où les rayons des épiceries se sont vidés en quelques heures en 2020, criminaliser la production alimentaire résidentielle n'est pas seulement absurde. C'est un choix politique qui rend les communautés moins résilientes. La prochaine loi traite de quelque chose de bien plus controversé que les tomates. Quelque chose que 11 États réglementent désormais à l'intérieur de votre propre maison. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Loi sur le stockage des armes à feu. Celle-ci génère des opinions. Nous ne sommes pas ici pour les opinions, nous sommes ici pour les lois, et les lois changent rapidement. 15 États ont promulgué des lois sur le stockage sécurisé obligatoire. L'exigence de base, les armes à feu doivent être stockées dans un conteneur verrouillé avec un verrou de gâchette ou les deux, surtout si des mineurs sont présents. En Californie, au Massachusetts et à New York, le non-respect est pénal, pas civil. La loi californienne sur le stockage criminel impose des accusations de crime si un mineur accède à une arme à feu stockée de manière négligente et cause des blessures. Le Massachusetts exige que toutes les armes à feu soient verrouillées en tout temps lorsqu'elles ne sont pas sous contrôle direct, que des mineurs soient présents ou non. Le cycle 2024-2025 a apporté de nouveaux mandats au Colorado, en Oregon, à Washington et ailleurs. La tendance est claire et s'accélère. Sur la carte, 20 États n'ont aucun mandat de stockage sécurisé. 15 se concentrent uniquement sur la prévention de l'accès des mineurs. Et 15 ont des mandats larges s'appliquant à tous les propriétaires, quelle que soit la composition du ménage. Pour les preppers, cela crée un véritable dilemme. Le principe d'une arme de défense domestique est l'accès rapide. Une arme à feu verrouillée derrière une combinaison prend 30 secondes pour être accessible. Et 30 secondes lors d'une invasion de domicile, c'est une éternité. La réponse est technologique. Les coffres-forts biométriques, empreintes digitales, RFID, offrent un accès en moins de 2 secondes. Ils satisfont aux exigences de stockage tout en maintenant une capacité de défense pratique. 300 $ à 1000 $, ce n'est pas bon marché, mais c'est la conformité au service de la capacité. Connaissez la loi actuelle de votre État, pas celle de l'année dernière. Ce domaine évolue plus vite que n'importe quel autre de cette liste. Et pendant que nous parlons de choses qui deviennent illégales au pire moment possible, parlons d'aider votre voisin. Parce que dans 37 États, faire ce qu'il faut pendant une catastrophe peut faire de vous un criminel du jour au lendemain. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Loi sur les prix abusifs. Ouragan de catégorie 4 s'abattant sur la côte du Golfe. Votre voisin a besoin d'un générateur. Vous en avez un de rechange. Il propose de l'acheter. Prix juste, peut-être un peu au-dessus de ce que vous avez payé, parce que vous l'avez stocké et entretenu. Dans 37 États et le district de Columbia, cette poignée de main pourrait vous rendre coupable de prix abusifs. Les lois sur les prix abusifs s'activent lors d'urgences déclarées, plafonnant les biens essentiels à 10 ou 15% au-dessus du prix de détail d'avant l'urgence. Biens essentiels, nourriture, eau, carburant, piles, générateurs, fournitures médicales. La plupart des gens supposent que ces lois ciblent les détaillants. Dans certains États, c'est vrai. Mais en Californie, à New York, en Floride et dans au moins une douzaine d'autres, le statut couvre toute personne. Les ventes privées de personne à personne lors d'une urgence déclarée tombent sous le même cadre qu'une hausse de prix corporative. La Californie plafonne à 10%. Délit mineur avec des amendes allant jusqu'à 10 000 $ par incident. Floride utilise la tarification déraisonnable. Un procureur décide de ce qui est trop après coup. Ce n'est pas une règle, c'est un jugement subjectif. 13 États n'ont pas de loi sur les prix abusifs. 15 restreignent aux transactions commerciales. Mais 22 États et d'ici s'étendent largement aux particuliers. Le cadre le plus sûr est un modèle d'économie de dons. Pas d'argent échangé, pas d'attente de retour. Les contrats pré-urgence à des prix convenus sont généralement exemptés, parce que la transaction précède la déclaration. Si vous faites partie d'une communauté de préparation, mettre des accords par écrit maintenant pendant que le soleil brille est l'une des décisions juridiques les plus intelligentes que vous puissiez prendre. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Les 5 États les plus restrictifs d'Amérique. Nous avons noté les 50 États dans les 8 catégories et les avons classés par restrictivité globale. Voici les 5 États où la loi est la moins favorable à l'autonomie. Numéro 5, le Massachusetts. 7,3 sur 10. Les lois sur les armes à feu les plus strictes du pays. Toutes les armes à feu verrouillées en tout temps, et le processus de licence nécessite des entretiens, des références et l'approbation du chef de la police locale. Les codes du bâtiment sont stricts, avec des exigences sceptiques du titre 5 et des raccordements électriques obligatoires bloquant la plupart des installations hors réseau. Large pouvoir d'urgence. Les statuts sur les prix abusifs sont vastes. Le point positif, la collecte d'eau de pluie est légale et encouragée par des programmes de rabais municipaux.
l'adhésion à la commission agricole peut débloquer des exemptions pour les propriétés rurales, et à l'ouest de Worcester, une fois passé le cercle suburbain, l'application se relâche notablement. Cape Cod et les îles ont leur propre microclimat réglementaire qui est étonnamment plus permissif. Numéro 4, la Floride, 7,5. L'entrée surprise. La Floride, l'État de la liberté, l'État sans impôt sur le revenu, l'État du Stand Your Ground, obtient un score aussi élevé pour des raisons spécifiques. L'application du code du bâtiment hors réseau est parmi les plus agressives au niveau national. Plusieurs propriétaires dans plusieurs comtés ont fait face à des ordres de condamnation, non pas parce que leur maison était dangereuse, mais parce qu'elle n'était pas branchée. Les prix abusifs utilisent la norme déraisonnable. Le gouvernement décide de ce qui est trop cher après coup, ce qui signifie qu'un procureur prend cette décision, pas un statut. Les dispositions anti-accaparement s'activent à chaque saison des ouragans, ce qui en Floride signifie la moitié de l'année. Mais la Floride a aussi des points positifs. La loi de 2019 sur le droit de jardiner est un modèle national. L'eau de pluie est encouragée. La loi de préemption sur les armes à feu empêche les comtés d'accumuler les restrictions, et la Floride rurale, le Panhandle, la région du cœur du pays, fonctionne avec une application minimale. Votre expérience en Floride dépend entièrement de savoir si vous êtes à Miami-Dade ou dans le comté de Levy. Même état, planète différente. Numéro 3, le Colorado, 7,9. Poussé presque entièrement par l'eau. La limite de 110 gallons d'eau de pluie est la loi sur l'eau la plus hostile aux preppers en Amérique. Point final. Aucun autre état ne plafonne la collecte résidentielle aussi bas. Ajoutez à cela la loi de 2024 sur le stockage sécurisé des armes à feu. L'application agressive du code du bâtiment de la zone métropolitaine de Denver et l'autorité modérée des pouvoirs d'urgence dans le couloir du Front Range de Fort Collins à Colorado Springs sont en rouge foncé sur notre carte. Mais le Colorado se divise radicalement selon des lignes géographiques. Les parcelles rurales de la vallée de San Luis avec désignation agricole débloquent des exemptions d'eau. La région de Creststone est devenue une communauté hors réseau de facto avec une application minimale du code. Les comtés non incorporés du versant ouest fonctionnent sur un régime réglementaire fonctionnellement différent de tout ce qui se trouve à l'est de la division continentale. Numéro 2, New York, 8,8. La loi SAFE impose des restrictions complètes sur le stockage et la possession d'armes à feu qui touchent presque tous les aspects de la préparation aux armes à feu. L'autorité des pouvoirs d'urgence est parmi les plus larges du pays. La construction hors réseau est effectivement impossible dans la zone métropolitaine, à Long Island et dans la majeure partie de la vallée du Hudson. L'application coffre prix abusif est agressive avec un seuil de 25%. Et si vous vivez dans la ville de New York même, ajoutez des restrictions sur les antennes, des limites de stockage de carburant inférieures à la base nationale, et des codes du bâtiment qui rendent toute forme de préparation au-delà d'un sac de 72 heures extraordinairement difficile. La soupape de sécurité se trouve dans le nord de l'État. Au nord d'Albany, l'application chute précipitamment. Les zones agricoles de la région des Finger Lakes, la périphérie des Adirondacks et le tiers sud fonctionnent selon des règles entièrement différentes. Les communautés amish et ménonites de ces zones ont établi des décennies de précédents juridiques pour la vie hors réseau. Les précédents qui profitent à quiconque est prêt à naviguer dans les mêmes crades. Pour les 20 millions de personnes de la zone métropolitaine et des banlieues, New York est un champ même juridique. Numéro 1, la Californie, 9,2. Si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez pas été attentif ces 20 dernières minutes. La Californie est en tête ou à égalité pour la position la plus restrictive dans 7 de nos 8 catégories. Des sanctions pénales pour le stockage d'armes à feu qui peuvent dégénérer en accusation de crime. Des limites de 5 gallons pour le carburant portable dans certaines juridictions, pas 25. Des normes d'habitabilité du titre 25 qui sont les plus strictes du pays. Des prix abusifs plafonnés à 10% avec des amendes par incident atteignant $10 000. Des pouvoirs d'urgence qui sont vastes et fréquemment activés. Une construction hors réseau qui fasse non seulement au code du bâtiment, mais aussi à l'examen environnemental CEK. Un processus qui peut prendre des années et coûter des dizaines de milliers de dollars avant même le premier coup de pioche. Le seul domaine où la Californie n'est pas la pire, la collecte d'eau de pluie est légale et activement encouragée par des programmes de rabais municipaux. Une pire consolation quand tout ce que vous faites d'autre pour vous préparer existe dans une ombre juridique. Mais même la Californie a des failles. Les exemptions agricoles sont véritablement puissantes dans les comtés ruraux de l'intérieur. Les structures NLC peuvent reclasser le stockage personnel en opération commerciale. Les comtés du Nord et de l'Est, Soucio, Modoc, La Seine, ont une capacité d'application considérablement moindre que la côte. La classification des micro-maisons sur confiance en tout l'État. La Californie est l'État le cas restrictif d'Amérique. C'est aussi un grand État, et les grands États ont des requins où les règles s'assoucissent. Le modèle à travers les 5, les noyaux urbains sont restrictifs. Les périphéries rurales sont permissifs. La loi sur papier et la loi telle qu'appliquée sont souvent deux choses différentes. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Le manuel de la zone grise. Chaque système a des coutures. L'exemption agricole est l'outil unique le plus puissant de la boîte à outils juridique du prepper. Dans des dizaines d'États, la classification agricole exempte la propriété des codes du bâtiment, des restrictions d'eau, des limites de stockage et de l'application du zonage. Le seuil est plus bas que ce que la plupart pensent, 5 acres avec une activité documentée comme l'apiculture, un petit verger ou même une exploitation d'arbres de Noël change toute votre catégorie juridique. L'évaluation fiscale change, le code du bâtiment s'assouplit, les règles sur l'eau se détendent, les limites de stockage de carburant augmentent pour l'usage agricole. Certains États ne requièrent même pas 5 acres. 3 acres avec une production agricole active sont admissibles dans certaines juridictions. Le mot-clé est « documenté ». Vous avez besoin de dossiers, de reçus de vente et d'une évaluation fiscale agricole enregistrée auprès du comté. Si vous pouvez prouver que la terre produit, la loi la traite différemment. La structure LLC. Le stockage commercial fonctionne sous des limites différentes de celles du résidentiel, souvent nettement plus élevées. Le carburant, la nourriture et l'équipement existent tous dans un niveau réglementaire différent lorsqu'ils appartiennent à une entité commerciale plutôt qu'à une personne. Un prepper avec 40 gallons d'essence dans son garage est en violation du code d'incendie. Une petite entreprise avec 40 gallons de carburant dans une unité de stockage commercial autorisée fonctionne normalement.
La LLC offre également une protection de responsabilité, permet une distribution géographique sur plusieurs sites de stockage et crée une séparation juridique entre vous et vos fournitures. Elle coûte de $50 à $500 selon l'État, plus des frais d'entretien annuels. Pour le repositionnement juridique qu'elle offre, c'est insignifiant. Une mise en garde, la LLC doit être légitime. Elle doit déclarer ses impôts, tenir des registres et avoir un but commercial démontrable. Une LLC écran sans activité ne survivra pas à un examen juridique. La micro-maison sur roue, pas une structure dans la plupart des juridictions, mais un véhicule ou un véhicule récréatif ou une habitation temporelle. Quelle que soit la classification, elle n'est généralement pas soumise au Code international du bâtiment. Pas de raccordement obligatoire au service public, pas de certificat d'occupation, pas de superficie minimale. Les compromis sont réels. Réglementation de stationnement, durée maximale de séjour dans de nombreux comtés et les exigences sanitaires s'appliquent toujours. Mais pour les personnes qui veulent vivre hors réseau sans combattre les codes du bâtiment, la micro-maison sur roue reste la voie juridique la plus accessible. Le positionnement inter-État, la stratégie la plus simple et la plus puissante. Le Colorado limite l'eau de pluie à 110 gallons. Le Wyoming juste à côté n'a aucune restriction. La Californie plafonne le carburant à 5 gallons portables. L'application au Nevada est considérablement plus légère. La zone métropolitaine de New York est une forteresse réglementaire. Le Vermont, à 3 € nord, est l'un des États les plus permissifs pour la vie hors réseau de tout le pays. Si vous n'avez pas encore acheté de terrain, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de choisir le bon comté dans le bon État. Pas le bon État, le bon comté. Parce qu'en Amérique, le comté où vous vous trouvez compte plus que le nom de l'État sur votre permis. Un prépeur dans le nord rural de l'État de New York a plus de liberté juridique qu'un prépeur dans la banlieue de Denver. Même pays, règles radicalement différentes. L'exemption religieuse. Cela nécessite de la nuance et de l'honnêteté. Les communautés amish et ménonites font établi des décennies de précédents juridiques pour la vie hors réseau sous la protection du premier amendement. La question de savoir si ces exemptions s'y pendent aux individus non amish est juridiquement contestée. Les tribunaux utilisent une norme de croyance religieuse sincèrement tenue. Certains l'ont interprétée largement, d'autres non. Ce n'est pas une stratégie primaire fiable, mais dans la bonne juridiction avec le bon conseil juridique, elle a été utilisée avec succès. Encore un rappel de la réalité. Chaque État change. Ce dont nous avons discuté est exact au début de 2026. La législation avance, les tribunaux tranchent, les agences réinterprètent. Le paysage réglementaire pour l'autonomie devient de plus en plus complexe, pas moi. Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Mot de la fin. Une fois de plus, pour mémoire, nous ne sommes pas avocats. Cette analyse est un contenu éducatif basé sur des informations juridiques accessibles au public au début de 2026. Les lois changent. L'application varie selon le comté, la ville, parfois selon l'officier individuel à votre porte. Avant de prendre toute décision majeure en matière de préparation, consultez un avocat agréé dans votre État. 8 catégories de lois, 50 livres de règles différents et un système qui traite l'autonomie non pas comme une vertu, mais comme un problème réglementaire. L'eau sur votre toit, la nourriture dans votre sous-sol, le carburant dans votre garage, la radio dans votre tiroir, la maison que vous avez construite de vos propres mains, les légumes dans votre jardin de devant, la façon dont vous stockez vos biens et votre droit d'aider votre voisin pendant une crise. 8 choses, 8 façons dont la loi dit « pas si vite ». La question n'est pas de savoir si ces lois vous affecteront. C'est de savoir si vous en serez informé avant qu'il ne soit trop tard pour s'adapter. L'ignorance de la loi n'a jamais été une défense, mais la connaissance de la loi a toujours été une stratégie. Partagez cette information avec quiconque valorise l'autonomie, car en ce moment même, ils enfreignent peut-être une loi dont ils ignorent même l'existence. Restez informés, restez préparés. Si cette histoire change votre regard sur les lois régissant votre propre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire et les réglementations qu'ils ont essayé d'enfouir dans les petits caractères. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert. Early 2026.